Du college football, les Georgia Bulldogs, 2 fois champions enfin back-to-back champ il y a 2 ans de ça, en 2021, en 2022. Ça fait même 3 ans maintenant. Et pour parler de Georgia, je suis accompagné par un spécialiste de la SEC puisque c'est sa conférence avec ses Aggies de Texas A&M. Je suis avec Geoffrey. Comment ça va, Geoffrey? Ça va bien, Maxence, et toi? Écoute, ça va bien. Ravi d'être avec toi pour parler de Georgia, les Dogs, qui sont une équipe, ma foi, qui va encore compter cette année. Sans aucun doute, Georgia va compter, hein. Ça, de toute façon, l'équipe est structurée d'une certaine façon. Ils ont probablement un des meilleurs coaching staff du pays, donc il faut toujours compter sur eux. Et oui, avec un Kirby Smart ça va être sa 10e saison cette année, Mhm. pour un Kirby Smart qui a enfin cassé le plafond de verre en 2000. C'est vrai, c'est en 2021, ouais, avec le premier titre national face à Alabama. Derrière, 2022 contre TCU. Il y a eu 2023 avec la non-qualification pour une défaite en finale de la SEC contre Alabama. Et l'année dernière, comment ça s'est passé pour Georgia? Eh ben, 2 défaites en saison régulière face à Alabama avec une première mi-temps complètement ratée et un Ryan Ouais, il y avait Williams 31 étincelant. 3, non? Ouais, quelque chose comme ça. Il s'était bien rattrapé en deuxième mi-temps, mais l'écart était trop important. Et une défaite face à Ole Miss. Malgré tout, Georgia a été qualifié en finale de conférence. Ils ont remporté leur 3e titre de SEC en 4 ans. En playoff, ils ne sont pas allés très loin parce qu'ils avaient, en tant que champion de conférence, ils avaient la bye week et ils se sont fait battre par Notre-Dame au Sugar Bowl, donc en quart de finale. Donc au bilan global, 11-3, une victoire, un titre de SEC quand même, hein, Ouais, ouais. c'est quand même une conférence extrêmement C'est difficile c'est à gagner. c'est le 3e titre en 4 ans Ouais, pour c'est une Georgia. très très belle performance. C'est quand même une belle saison pour Georgia, hein, et bon voilà, Kirby Smart a dit lui-même que c'était l'année la plus difficile depuis qu'il coach les Bulldogs, et donc voilà. Et bon, la SEC, ça va quand même continuer à être, très très dense, et on va voir ça. Ouais, Tout il y a eu des d'abord. matchs sacrément chauds, hein, pour Georgia quand même, hein, et on repense à la victoire en prolongation contre Georgia Tech. Forcément Mhm. l'action de Ryan Williams, qui est une des actions de l'année. Puis il y a eu cette blessure de Carson Beck en deuxième mi-temps contre Texas, l'entrée de Gunnar Stockton. Une blessure, mine de rien, qui aura une incidence sur cette saison 2025 puisqu'il y a eu du mouvement, on en parlera un peu après. Mais ouais, ça n'a pas été une saison de tout repos, mais malgré tout, ça a fini en remportant la SEC avec 11 victoires au total. Donc, si c'est ça le plancher de Georgia, autant dire qu'ils sont dans une très bonne situation. Tout à fait. Au niveau du coaching staff, ça bouge pas beaucoup. Non? Donc on l'a dit, hein, Kirby Smart, il est là pour sa 10e saison à la tête des Bulldogs. Les 2 coordinateurs défensifs sont de retour. Il y a quelques changements sur les coachs de position, notamment le coach de defensive line qui est parti et donc qui est remplacé. Et bon, la defensive line à Georgia, depuis un bon moment, on connaît, c'est la force principale des Bulldogs. Mais malgré le départ du coordinateur défensif, du coach de position, pardon, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à se faire à ce niveau-là, hein, parce que de toute façon, Georgia, derrière, ils vont choisir dans n'importe quel autre programme du pays quel coach ils vont prendre pour venir Mmh. faire leur coach D-line, hein. Ouais, C'est puis à peu près comme ça que ça se passe, hein. Glenn Schumann, qui est toujours le cordeau défensif pour la 7e saison, c'est quand même long, hein, un cordeau défensif qui reste 7 ans dans un programme. Non, il est là depuis 7 ans, mais il est cordeau défensif depuis 2021 ou 2021. 2022. OK. Ça fait quand même un petit moment qu'il est dans le. Ce qui à Georgia, ça fait quand même pas mal de saisons, parce que un programme comme ça, il pourrait tout à fait avoir. Et Mike Bobo, du coup, qui était de retour l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et qui reste. Ouais. Donc, ouais, c'est bien de la continuité dans le coaching staff. Et ouais, comme tu dis, même si des coachs partent, ils attirent toujours les meilleurs après derrière. Oui. Avec les infrastructures, avec les joueurs qui vont coacher, et puis faut pas se mentir, avec le L'exposition. salaire, l'exposition, et puis avec le salaire qu'ils peuvent les payer aussi, hein, parce Oui, bien que sûr.
quand tu es assistant, quand tu es coach de position à Georgia, tu es mieux payé que des coordinateurs défensifs dans beaucoup, beaucoup de programmes. Effectivement, ouais, on parle quand même là d'un des meilleurs programmes, peut-être le meilleur programme de la décennie en cours. Pour le moment, oui, hein, back-to-back, des saisons sans défaite, 3 titres de sec. Non, c'est sûr que Georgia a fait un shift, a réussi le shift à la fin des années 2010. C'était un peu le programme qui était à la course, mais qui arrivait jamais. Et puis maintenant, ça y est, ils sont installés. Donc c'est sûr que tout roule pour Kirby Smart et on ne se fait pas trop de soucis pour lui. On s'en fait pas non plus au niveau du recrutement des joueurs, puisque au niveau du recrutement lycéen, Georgia signe la 2e classe du recrutement lycéen pour le cycle 2025, avec plusieurs joueurs 5 étoiles, bien sûr, 4 joueurs 5 étoiles. On a donc le meilleur defensive line du pays, Elijah Griffin. Le meilleur edge du pays, Isaiah Gibson. Ensuite, on est sur le tackle numéro 4, Juan Gaston. Et le meilleur linebacker, Zayden Walker. Et puis ensuite, 16 joueurs 4 étoiles pour compléter. Voilà, donc 4 joueurs 5 étoiles, 16 joueurs 4 étoiles et donc 7 joueurs 3 étoiles derrière. Donc on signe encore une très grosse classe. Je crois que ça fait des années maintenant que Georgia n'est pas sorti du top 5 du recrutement lycéen. Ça fait un bon moment. De toute façon, Kirby Smart, je crois qu'à part sa première saison, il a toujours été top 5. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nom un petit peu portail lycéen. On a le 2e meilleur receveur de la classe, Tylin Taylor notamment. Ça, c'est un changement parce que habituellement, c'est plutôt sur la défense qu'on va chercher des gros noms. Georgia, ouais, c'est la défense et les lignes. La ligne offensive quand même, parce que ça a quand même été une grosse marque de l'attaque de Georgia, hein, et des bons running backs, mais les receveurs et les quarterbacks, c'était pas trop ciblé par Kirby Smart dans le recrutement, mais voilà, enfin, c'est une classe excellente et on va le voir en plus plus tard dans comment est composé l'effectif, mais Georgia garde ses joueurs. Garde quand même pas mal de ses joueurs et souvent les gens il y a assez peu de titulaires qui sont des gens issus du portail ou alors ils le deviennent, ils ont déjà 1 ou 2 ans dans l'équipe, quoi. Ils ont déjà 1 ou 2 ans dans l'équipe, même si c'est des gens qui arrivent du portail. En parlant d'ailleurs du portail des transferts, on va avant faire un petit détour par la draft NFL avec les joueurs qui ont été draftés cette saison depuis Georgia. 13 joueurs. Parmi eux, donc on a Malachi Stark, Jalen Walker, Michael Williams notamment, Arian Smith, Trevor Etienne, Tyrion Ingram Dawkins, Smile Mondon Jr., Warren Brinson, Dan Jackson, Dominique Lovett. On a Tate Ratledge aussi, Dylan Fairchild. Donc voilà, on a eu 13 joueurs qui sont partis à la draft, un peu plus aussi en UDFA. En tout, sur le portail des transferts, on a 12 joueurs qui ont quitté le programme. C'est pas beaucoup, hein. 20. 20 ? Ah, 20. Moi, il y en a 20. J'en avais vu 12. Il y a des joueurs plus anecdotiques que d'autres. Mais bon, dans les joueurs importants, il y a évidemment Carson Beck, le quarterback titulaire qui est parti à Miami. Il y a Damon Wilson de seconde Ledge, qui était classé 5 étoiles sur le portail, hein, qui est parti à Mizzou. Et il y a le cornerback Julio Humphrey qui est parti à Texas A&M. Et après, il y a quand même pas mal de monde. Jaden Rashada. Oui, bon, mais Jaden Rashada qui est parti à Sacramento State, je crois. Ouais, à Sacramento State. Et après, plein d'autres joueurs qui sont partis dans d'autres programmes, mais c'est des joueurs qui n'allaient pas compter de toute façon. Voilà, c'est des joueurs qui n'allaient pas compter. Là, les noms que j'ai cités, c'est plutôt les joueurs qui pouvaient compter. Ouais. La plus grosse perte, ça reste quand même Carson Beck, le quarterback titulaire de ces 2 dernières années, qui s'était blessé en finale face à Texas et qui est donc parti pour Miami. Au niveau des arrivées, il y en a 10 arrivées.
Ça signe la 22e classe de transfert, donc overall, lycéen plus transfert, on est sur la 2e classe. On voit tout le poids du recrutement lycéen du côté de Georgia, ce qui n'est pas tout le cas de tous les programmes, mais voilà, 10 transferts, 10 arrivées qu'on détaillera un peu plus au niveau de l'effectif pour vous parler un peu des transferts qu'on attend dès le premier jour en tant que titulaire. Mais bon, comme d'habitude, il y a quand même du beau nom qui arrive via le portail des transferts. Oui. On remplit les petits trous qu'on a, voilà. Oui. Exactement. On va parler de l'attaque. Ouais. On va commencer par la position la plus importante. Comme d'habitude, on l'a dit, Carson Beck est parti à Miami après sa blessure. Et c'est donc son remplaçant qui a joué en fin de saison, Gunnar Stockton, qui sera le QB titulaire. C'est pas le même genre de joueur que Carson Beck. Il a un très très gros bras. L'an passé, on l'a pas trop vu parce qu'il a été un peu propulsé au dernier moment. Il arrive en deuxième mi-temps contre Texas, puis derrière en c'est le match deuxième de mi-temps de playoff. finale de conférence. Ouais. Voilà, Le game plan était pas, ça n'a pas été un game plan, vas-y fais ce que tu veux, quoi. C'était vraiment des passes très courtes. Enfin, c'était gère le jeu, sois un game manager. On l'a pas trop laissé exprimer ce qu'il pouvait faire, quoi. Oui, et puis il y avait on va en parler juste après, mais il y avait une faiblesse l'an passé à Georgia qui était complètement inhabituelle et qui faisait que Georgia l'an passé c'était quasiment une air raid, ce qui est Très rare. très très rare pour une équipe qui s'appuie autant sur la O-line et la défense, parce que souvent quand on s'appuie sur la défense, on aime bien contrôler le tempo de l'autre côté avec le jeu au sol. Et vas-y Maxence, parle-nous du jeu au sol. Ouais, le jeu au sol, c'est la tradition à Georgia, ça a toujours été la force de Georgia, et cette année, ça a été largement en dessous des standards. C'est la première fois depuis 2020 que Georgia fait moins de 5 yards par portée. Ça a été la véritable faiblesse, hein. Ça n'avançait pas au sol ou pas assez par rapport aux standards habituels. Donc on a fait quelques petits changements, plutôt dans la profondeur de l'effectif, on va dire. Parce que le titulaire devrait être Nate Frazier, qui était déjà là l'année dernière et qui était le seul joueur, le seul running back à réussir à être au-dessus de cette fameuse stat de 5 yards par portée. C'était le seul à être dans cette statistique-là. Donc on espère forcément du côté de Georgia qu'il va continuer. Maintenant, il aura plus de portée puisque l'année dernière, c'était Étienne le titulaire à ce poste-là. Donc forcément plus de portée, donc un peu plus attendu, des jeux peut-être un peu moins explosif ou autre, mais en tout cas, on espère que ça marchera beaucoup mieux. Et puis, il sera accompagné notamment par le transfert d'Illinois, Josh McCray, qui sort d'une saison à 10 touchdowns avec son ancienne équipe et qui donc devrait apporter son expérience aussi en tant que backup. Voilà pour les deux running backs dont on risque de le plus entendre parler du côté de Georgia. Si d'autres running back éventuellement, on a le freshman Bo Walker aussi qui est arrivé cette année, qui pourrait déjà avoir des reps. Roderick Robinson, 2 secondes. Enfin voilà, on verra qui seront les joueurs qui arriveront à tirer un peu leur épingle du jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté du jeu au sol, on s'attend à plus de jeux explosifs et à plus de régularité parce que c'est vrai qu'il y avait des matchs où, comme tu disais, on passait vachement par la passe parce qu'au sol, ça n'avançait pas et c'est inhabituel, à Georgia. On sait que Oui. c'est une équipe qui a quand même formé d'excellents running backs. De très très bons running backs qui, pour beaucoup, ont fait une carrière en NFL. Au niveau des receveurs, ça a rarement été une force des équipes de Kirby Smart. Il y a eu quelques bons receveurs qui sont sortis par-ci par-là, mais cette année, on a fait venir des très très bons joueurs sur le portail des transferts. L'ancien 5 étoiles Zachariah Branch de USC, qui est un joueur très électrique. C'est un petit gabarit, mais qui sait faire plein de choses. Il sera plutôt dans le slot. Il avait eu un petit peu en difficulté à LA, mais à LA, ça a aussi été ça a aussi été compliqué avec des changements de quarterback, des attaques des attaques un petit peu en difficulté, une fois que Caleb Williams est parti en NFL.
Et il y a aussi le transfert de Texas A&M que je connais très bien, Noah Thomas, qui est une big target. C'est un 6-6. Il est très longiligne, il n'est pas très très épais, mais il a des très très bonnes mains. C'est pas un mec qui va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Noah Thomas. Ouais, c'est pas un mec qui va faire la différence, qui va créer beaucoup de séparation. Par contre, c'est un 6-6, il a des très bonnes mains, il est assez bon verticalement, donc en red zone, il est là. Et avec eux, il y aura aussi Dylan Bell et Colby Young qui étaient présents l'an dernier. Et donc, on va s'attendre à une meilleure production à la passe et surtout que ça se tourne vers un jeu plus explosif et que ce soit pas tout ce qui se passe pour faire avancer l'attaque. Ouais, parce que l'année dernière, vraiment, c'était un peu le truc que je me disais sur cette équipe de Georgia. Il n'y avait pas de playmaker, il n'y avait pas de joueurs excitants avec le ballon l'année dernière, que d'habitude, ils nous sortent quand même toujours des joueurs. Tu sais, on a vu du Brock Bowers, on avait eu quelques années auparavant, il y avait George Pickens, des gens comme ça. En fait, des joueurs un peu excitants, un peu playmaker. Il n'y avait pas trop l'année dernière, donc on espère que les arrivées de Branch Enfin, que l'arrivée de Branch, parce que Thomas, comme tu dis, sera pas un playmaker, mais sera une très grosse menace en red zone notamment. On espère que ça va réveiller un peu tout ça. Au niveau des tight ends, la doublette Oscar Delp, Lawson Lucky reprend du service. Oscar Delp qui est un tight end attendu au niveau NFL, mais qui a un peu déçu l'année dernière, un peu moins en vue. Après, il est arrivé après Brock Bowers. On verra sur sa deuxième année de titulaire s'il progresse. Ouais. Au niveau de la ligne, on a été habitué à Georgia à avoir des grosses lignes. L'an passé, ça n'a pas été fantastique puisque le jeu au sol était un petit peu en difficulté. Un seul titulaire de retour, le tackle Ernest Green III, et de l'autre côté, ça sera Monroe Freeling, qui était déjà présent dans le programme. Au poste de garde, on aura Micah Morris et Daniel Calhoun, et au centre, ce sera le fils de Mike Bobo, Drew Bobo. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, la plupart des joueurs, ils ont déjà eu des starts par-ci par-là, ils étaient backup, ils étaient intégrés dans la rotation, donc c'est des... Ils connaissent, ils sont là. Ils connaissent, ils sont là depuis quelques saisons, donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. C'est une des grosses forces de Georgia qui arrive, malgré la période actuelle, à continuer à faire ça. Ouais, puis voilà, l'année dernière, il y a encore eu des mecs de la ligne qui sont partis en NFL, donc on connaît la formation des Bulldogs à ce niveau-là. Un joueur à noter en transfert pour de la profondeur, le centre Walter Flynn Jr. qui arrive de UCF, qui est un joueur qui a de la versatilité à proposer parce qu'il est capable également de jouer guard. Donc, le genre de joueur qui peut dépanner à n'importe quel moment si un des intérieurs offensive linemen se blesse. Donc, voilà, qui était un joueur qui était vraiment bien écouté du CF, un peu déçu de le voir partir, mais bon, en même temps, Georgia, je pense qu'il est plutôt bien tombé. Oui, il y a pire. Voilà. Et donc, L'objectif. Vas-y. L'objectif de l'attaque, du coup, ça n'est, plus performant au sol, d'être un peu moins dépend un peu moins du jeu à la passe, d'être plus performant, plus explosif. Et puis, même si Carson Beck était un meilleur QB que Stockton, je pense, overall. A priori. Carson Beck, c'est quand même 12 interceptions l'année dernière. Parfois même dans des moments clutch. Il y a Ole Miss, Alabama, que j'ai en tête aussi. Donc, moins d'interceptions aussi, un petit peu moins de turnover, et puis avoir plus de playmaker. Voilà, remettre un petit peu d'excitement dans cette d'excitation dans cette attaque de Georgia. Ouais. Et toutes les armes sont là, honnêtement. Comme d'habitude. Au niveau de la défense, énormément de talent en défense, parce Quelle surprise. Quelle surprise, Georgia. Alors, laisse-moi deviner, des mecs ultra athlétiques, super physiques. Ouais, des 4 et des 5 étoiles absolument partout. La défense de Georgia, depuis l'arrivée de Kirby Smart, ça a toujours été une force. Il y a des années où, les années avant les titres, la défense a toujours été excellente et c'était plutôt au niveau de l'attaque que ça pêchait. De Il n'y a nombreux pas des départs. années où ils encaissaient genre à peine 13 points par match. Il y a des années où
les 2 années de titre consécutifs, ils sont à moins de 15 points encaissés par match en jouant en SEC. Donc, oui, c'était des défenses exceptionnelles. De nombreux départs en NFL, comme d'habitude, mais bon, à Georgia, on a l'habitude. Et donc, du coup, on a des positions où il y a quand même assez peu d'expérience en termes de start, mais absolument partout, c'est les joueurs qui seront titulaires sont des joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons. Au niveau de la défense, il n'est pas question de faire starter des transferts. Les transferts qui arrivent sont là uniquement pour la profondeur. Donc, on va commencer à parler des edge rushers. Sur les edge rushers, on a eu le départ de Wilson the Third là, qui est parti sur le portail des transferts. Et donc là, on est dans un schéma où seul Gabe Harris qui sera starter sans aucun doute et junior, et tous les autres edge rushers sont redshirt freshman ou true freshman. Donc à son opposé, ce sera probablement un redshirt freshman, et on pourrait aussi voir dans la rotation le transfert de Army au Dosier. Putain, il y a un mec qui passe de Army à Georgia. Ouais. Qui a fait une très belle saison l'an passé avec Army, et donc qui va s'intégrer à ça, mais voilà, ils vont d'abord le nourrir comme on nourrit les gens au sud des États-Unis, histoire qu'ils prennent 10-15 kilos de muscles pendant l'intersaison. À l'intérieur de la ligne, c'est exactement pareil. Ça doit être la force principale de la défense, malgré le fait que les joueurs ont peu de start. Kristen Miller et Jordan Hall, qui seront les starters, ils étaient déjà impliqués dans la rotation l'an passé, et on pourrait voir, c'est assez rare sur les lignes, mais le true freshman Elijah Griffin, qui devrait avoir un rôle dans la rotation. Lui qui, en sortie de lycée, a déjà un physique, il a quasiment un physique NFL ready en sortie de lycée, donc il va avoir sa place dans la rotation pour être intégré, pour prendre probablement une place de titulaire l'an passé. 300 livres, enfin c'est... Ouais. Et puis c'est pas, t'as des mecs, ils sortent de lycée, ils font 6-5, 300 livres, ils sont un peu gras, ouais, un petit peu. Un peu gras, lui, non, c'est pas du tout ça. Et donc probablement quand Kristen Miller et Jordan Hall partiront en NFL l'an prochain, lui, il devrait directement prendre une place de titulaire l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'il sera intégré dans la rotation. Ouais, au niveau des linebackers, les 2 juniors, Rylan Wilson et C.J. Allen, seront starters comme l'an passé. Pour Allen. Du coup, C.J. Allen était starter l'année dernière, je veux dire, et Rylan Wilson est promu à ce rôle-là, puisque lui, il était dans la rotation. Les 2 joueurs connaissent assez bien le système, donc 3-4 de la défense de Georgia, donc avec ces 2 linebackers au centre et puis des edge outside sur les côtés. Au niveau des DB, il y a eu des départs importants, Malachi Stark et Dan Jackson au niveau des safety, mais comme d'habitude, les remplaçants ont déjà eu des reps l'année dernière. Les starters devraient être Jacare Thomas le senior et KJ Bolden. Tu me dis si je me trompe, mais oui, ça doit être ça. Les 2 starters, en tout cas c'est ce que je vois sur les depth charts, sachant que le freshman Todd Robinson pourrait déjà avoir des reps également. Et il y a le transfert de Zion Branch qui est un transfert de USC qui également est directement en backup. Au niveau des corners extérieurs, ce seront les mêmes que l'an passé avec Jalen Everett et Daniel Harris. Daniel Harris qui en freshman avait fait sauter Humphrey, donc qui est parti à Texas A&M en réponse à ça. Donc c'est un true freshman qui avait fait sauter un redshirt sophomore. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée du talent du gars. Ouais. Et un petit truc marrant quand j'ai préparé la défense de Georgia, au niveau de la depth chart pour les linebackers, les 2 starters seront juniors, les 2 backups seront sophomores, et les 3e dans la depth chart, ce sera des freshmen. Voilà, donc à Georgia, sur les linebackers, c'est exactement
On dirait ma construction sur collège football coach. Ouais. Ce que Kirby Smart aimerait que ce soit absolument partout, dans tous ces groupes de position. Donc voilà, hein, donc au global, c'est pareil, hein, sur tous les groupes. Il faut combler les départs en NFL, mais comme d'habitude, hein, Georgia est très prévoyant et arrive à garder tous les gens qui start étaient déjà présents dans le système l'an passé. Et la défense, ça sera au minimum bonne, et puis ça visera l'excellence. Si en plus le jeu au sol est performant et permet de contrôler le tempo, ça aide aussi les défenses, parce que quand une équipe arrive à avoir très peu de points encaissés par match, c'est pas uniquement un effort de la défense, hein, c'est aussi une attaque qui contrôle le tempo, qui fait des drives longs et qui perd pas beaucoup le ballon. Et du coup, quand la défense arrive sur le terrain, elle est en pleine forme. Et quand les joueurs, surtout quand des athlètes du niveau de Georgia sont bien frais et qu'ils arrivent sur le terrain, eh ben c'est là où ils font des plays qui font que l'attaque rentre encore plus vite sur le terrain. Ouais, comme d'hab, hein, ça va. Voilà. Sur Georgia, on ne change pas la méthode. Une méthode qui permet d'aller en finale de conférence et de la remporter 3 fois sur 4 depuis 2021. Donc, avec 2 titres nationaux au passage. En plus, back-to-back, voilà, parce que sinon, c'est pas drôle. Juste au niveau du kicker, petite mention, Peyton Waring, qui était un des meilleurs kickers déjà l'année dernière et qui est de retour pour son année junior. Voilà pour cette équipe de Georgia. On a donc vu avoir une attaque à nouveau playmaker, à nouveau qui contrôle un peu mieux le rythme, et puis la défense rester dans les standards, tout simplement. On va parler un petit peu de la saison à venir. Du coup, avec les matchs, le calendrier pour une équipe de Georgia qui va avoir... Alors, il y a 2 matchs sur terrain neutre, 7 matchs à domicile, et du coup, il n'y a que 3 déplacements pendant la saison, puisqu'il y a 2 matchs qui se jouent sur terrain neutre. Honnêtement, bon, je vais déjà détailler un peu le calendrier, et puis après je donnerai mon avis, puis tu feras aussi de même, Geoffrey. Ça commence donc le 30 août avec un match contre Marshall à domicile, juste derrière le 6 septembre contre Austin Peay. Voilà, l'occasion de donner des reps à peu près tout le monde avec ces 2 matchs-là, donc Marshall et Austin Peay, qui est une équipe de FCS. Le 13 septembre, premier gros rendez-vous avec le déplacement à Tennessee, 24e équipe du pays à l'heure où l'on parle, donc sur le classement de pré-saison. Georgia, sachant que Georgia est classé 5e à l'IP Poll. Ensuite, le 28 septembre, ce sera un des grands moments de l'année, le match retour, on va dire, du match de l'année dernière. Cette fois-ci, c'est Georgia qui accueille Alabama, donc le numéro 8 du pays. On ouvre le mois d'octobre avec une réception de Kentucky, puis un déplacement à Auburn. Ensuite, réception du numéro 21, Ole Miss, avant le match le 1er novembre, The Largest Cocktail Party face à Florida à Jacksonville, le 1er novembre. Déplacement à Mississippi State le 8 novembre. Ensuite, le 15 novembre, gros match contre Texas, le numéro 1 de la pré-saison. Le match sera au Sanford Stadium de Georgia. Le 22 novembre, la petite réception de Charlotte, le traditionnel match qui disparaîtra du coup. Le petit match de fin de saison face à une équipe out of conference de l'Américaine, puis bon, Charlotte, quoi, c'est vraiment pas la meilleure équipe d'Américaine. Et ça terminera sur un match à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium face à Georgia Tech. Ça aurait dû être un match qui se jouait sur le campus de Georgia Tech, mais ça se jouera dans le stade des Falcons le 28 novembre, donc le vendredi soir pour le Black Friday. Absolument déplorable. Ouais, c'est clair. Voilà, 3 déplacements seulement. Il n'y en a qu'un seul dans les 3 déplacements qui est vraiment un défi, je dirais, c'est Tennessee. Attention à Auburn, attention. Attention à Auburn, mais bon, quand même. Après, Auburn, à ce moment-là, leur saison peut déjà quasiment être terminée et le head coach peut déjà être viré. Hein, donc attention. Parce que Auburn, ils ont un début de calendrier extrêmement difficile. Puis après, Mississippi State, bon.
Ça ne Oui, devrait pas être un ça, souci. quand on s'appelle Georgia, Même voilà. si le match l'année dernière contre Mississippi State, il y avait que 10 points d'écart et c'était un match beaucoup plus serré que prévu. Mhm. Mais bon, non, honnêtement, oui, c'est un calendrier de ACC. Oui, il y a 5 adversaires classés, dont 2 qui sont dans le top 10 actuellement de la pré-saison, qui sont sûrement plus hauts. Enfin, pour Texas, c'est compliqué, mais qui seront en tout cas hauts au moment où on les affrontera. Mais le calendrier est vachement abordable parce que bah, tu as 3 déplacements. Florida, Georgia Tech, ce sera sur terrain neutre. Et surtout, bah, Alabama, Texas et Ole Miss, tu les reçois. Moi, franchement, je pense que c'est un calendrier où Georgia va taper les 11 victoires et une défaite. Moi, je vois bien ça. Je les vois bien prendre les matchs contre Alabama et Texas et peut-être perdre, tu vois, à Jacksonville contre Florida, ou alors tu perds un des 2 matchs, Bama ou Texas, mais je les vois pas forcément perdre les 2 matchs, tu vois. Franchement, C'est je pense que ça se situe à 11. Moi, je les vois bien faire 11-1. ouais, c'est en fait la SEC cette année, c'est extrêmement difficile à prédire parce que il y a une quantité d'équipes qui ont un nouveau QB en tant que starter. Mm. Et donc, du coup, ça rend cette saison très difficile à prévoir. Il ne faut pas oublier que les déplacements à Tennessee et Auburn, c'est des matchs de rivalité. C'est des rivalités moins importantes que celles que Florida, parce que Tennessee et Auburn ont eu plus de difficultés ces dernières saisons. Mais ça reste des matchs de rivalité. Et voilà. Et en fait, quand on regarde leurs adversaires, ce que j'ai dit, le nouveau starter en tant que QB, c'est Ça tous concerne aussi leurs Georgia. adversaires de SEC. C'est le cas. Tennessee, c'est un nouveau starter. Alabama, c'est un nouveau starter. Kentucky, c'en est un. Auburn, Ole Miss. Florida, il n'était pas starter au début de l'an passé. Donc voilà. Texas, c'en est un. Mississippi State, c'en est un. Donc tous leurs adversaires de SEC, c'est le même cas que Georgia. C'est un nouveau starter. Donc contre la plupart des équipes, ça va pas être un problème. Mais il peut y avoir des surprises importantes. Pour moi, leur calendrier de conférence n'est pas facile. Ils se facilitent leur calendrier avec en fait avec un hors conférence simple et pas très simple parce qu'il y a Georgia Tech et Georgia Tech, c'est une bonne équipe, je pense. Ouais, tu les, Mais en tu les vois fait, vainqueurs de l'Atlantic Coast notamment. moi, oui, ouais, bah, j'ai fait un choix un petit peu risqué, mais pour moi, c'est une très Ils très seront dans très le bonne mix. Ils sont équipe. dans le mix en tout cas, comme on dit. Oui, oui, mais bon, comparé à Clemson, voilà. Mais non, non, pour moi, ça reste. Pour moi, j'ai du mal à te dire 11-1 avec l'incertitude qu'il y a au niveau du poste de quarterback, avec bah, la ligne qui a eu des défauts, qui a encore qui avait des défauts, qui avait plein de rotations, le jeu au sol qui doit confirmer. Le jeu au sol sera meilleur que l'an passé, mais est-ce qu'il va être suffisant pour soulager Gunnar Stockton ou est-ce que Gunnar Stockton va devoir tout porter? C'est là où on se pose des questions. J'ai personnellement, et surtout cette année, j'ai vraiment du mal à te dire qu'une équipe de SEC va te faire une saison avec une seule défaite. Une seule défaite en conférence parce que en fait le niveau il est beaucoup plus serré que ce qu'on pourrait penser et voilà, certes il y a très peu de déplacements et en fait ça c'est bien parce que même enfin leur déplacement le plus loin en termes de distance, je pense Ouais. que ça va être Mississippi State. Bah oui, oui, parce qu'Auburn, Alabama, c'est pas très loin, et puis après Tennessee, c'est juste au-dessus. Ouais. Oui, Auburn, c'est vraiment pas loin. Alabama, c'est à la maison. Et puis après, bah, les matchs en terrain neutre, bah, Georgia Tech, ça sera un match c'est pour ça que c'est nul que ce soit des matchs sur terrain neutre, parce que ce sera un match à domicile pour Georgia. Mm. Et le match contre Florida, là, ça sera équilibré au niveau de la foule. Ouais, ils ont Mais, l'habitude de toute façon, parce que le match se joue à Jacksonville depuis et voilà, des donc années et des années maintenant. ça, c'est quand même un avantage important, c'est qu'ils vont avoir assez peu de voyages et c'est quelque chose qui peut coûter. On l'avait vu l'an passé en Big Ten, en Big Ten et en ACC.
il y a très peu d'équipes qui, en faisant le déplacement en cost to cost pendant la saison régulière, qui réussissaient à s'imposer de l'autre côté. Donc, à part Oregon, qui évidemment a tout gagné en conférence, mais la plupart des autres équipes, quand ils se déplaçaient sur l'autre côte, c'était bien plus compliqué. Ouais, donc toi, tu devais donner 10-2. un 10-2. Bon, Ouais, c'est pas si loin que ça de non, moi. Mais... c'est pas si loin, mais je Ouais, pense que tu les vois peut-être tomber contre Tennessee et en perdre un des deux entre Bama et Texas, par peut-être exemple. pas Tennessee, parce que Tennessee, il y a pas mal de questions. Il y a les histoires de quarterback, mais ils peuvent paumer Alabama, Florida, Texas, Florida, ou même Texas, Alabama. Ils peuvent paumer les deux. Hein. C'est pas... En fait, il y a tellement d'un coup, même Auburn, si Jackson Arnold se révèle et qu'il est au niveau qu'on attendait de lui en tant que 5 étoiles, et qu'avec en plus avec les jambes qu'il est capable, il a une escouade de receveurs magnifique à Auburn. On ne sait jamais en fait. En fait, il y a à part Mississippi State et Kentucky, enfin, en gros, en conférence, à part Mississippi State et Kentucky, il n'y a pas de match facile. Il n'y a que des matchs qui peuvent être, ça peut être que des surprises. Et puis, bon, ben voilà. Et après, là, ce qui leur rend leur calendrier facile, enfin, ce qui leur rend leur calendrier relativement facile, c'est leur hors conférence qui est vraiment simple, à part Georgia Tech. Voilà, Ouais. mais ouais, pour moi, un 10-2. Un 10-2, hein, et puis on verra s'ils vont en finale de conférence ou pas, parce que je pense que, enfin, selon ce que je Ouais, pense, selon contre qui tu perds. il pourrait y avoir 3 ou 4 équipes avec 2 défaites en conférence de SEC. Donc après, il faut voir les tiebreakers, mais Ouais. voilà. Ouais, voilà, selon contre qui tu perds. Si tu perds contre Alabama, bah, t'as plus le tiebreaker sur eux. Ouais, c'est clair, comme tu dis, effectivement, une SEC où il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup d'incertitudes dans beaucoup d'équipes. Mais je trouve que Georgia, même si les incertitudes au poste de QB, bah, le reste, quand même, Ils ont la défense qui est ils ont la confortable. défense et voilà, donc mine de Comme rien, Texas et comme Alabama, hein. C'est d'ailleurs pour ça que ces 3 programmes, malgré un QB qui va start pour la première saison, c'est pour ça que ces 3 programmes, ils sont quand même dans le top 10 national. Hein. C'est parce que ça devrait être ouais, puis des défenses top 5 du pays. Hein. Georgia a prouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un QB Non, 5 étoiles exceptionnel après, pour gagner. Stetson Bennett, attention. Hein, Oui, non, mais il était excellent dans le système Georgia, tu vois. On va Mhm. voir si Stockton arrivera à répliquer ceci. Mais en tout cas, Stockton est probablement le QB de Georgia qui sera le mieux entouré en termes de cibles depuis un bon moment. Parce que même Stetson Bennett, hein, il n'avait pas des cibles, exceptionnelles, hein, à part Brock Bowers, quand même. Et Pickens aussi, peut-être qu'il a eu à un moment donné. Ouais, Avant. après Pickens, ça a été compliqué. Il a été blessé, il y a eu des suspensions. Parce que bon, Ouais. c'était un peu J'essaie de voir d'autres receveurs, mais c'est vrai que les receveurs de celui Georgia, qui est aux Chargers. McConkey. Ouais. Ouais, mais il était plus sur le début de sa carrière, McConkey, quand Bennett était là. Mais oui, il était là aussi. Voilà, mais là, Stockton, ils ont allé récupérer des 2 receveurs 4 étoiles sur le portail. Ils ont Dylan Bell et j'ai oublié et Colby Young qui est arrivé de Miami l'an passé. Enfin, il a un groupe de receveurs. Il y a rarement eu un groupe de receveurs d'un tel niveau à Georgia, et ça fait bizarre de dire ça parce qu'on se dit ouais, Georgia, il recrute super bien, mais en fait plus le petit 4 étoiles là qui sont allés chercher Tyler Taylor qui aura peut-être déjà des reps. Enfin non, c'est sûr que bon, encore une fois, ce sera une équipe qu'on attend dans tous les cas dans les hauteurs de la SEC. On a l'impression que ce calendrier, j'ai du mal à les voir s'écrouler. Non, je pense pas qu'il s'écroule, mais peut-être que comme tu dis, peut-être qu'ils mais iront pas forcément en il y a finale. pas mal de pièges. Ok. Ouais. Moi, je reste sur mon 11-1. Je les vois. De toute façon, je les avais donné vainqueurs de la SEC. Ce qui ferait un back-to-back en SEC. Mais ouais, comme tu dis, après, voilà, ça reste un calendrier sec, même s'il y a beaucoup de réceptions. Voilà. On sait que tous les matchs sont des combats. Absolument.
Et ben voilà, on se dit à bientôt pour Qualification pour les playoffs ou pas? Oui, 10-2, 10-2, ça va, oui. ça va en 10-2 en playoff. SEC, tu es qualifié en playoff. Ouais. De toute façon, moi, je fais que de le dire. Hein, et l'an passé, on est vraiment passé pas loin que ça arrive. Hein. Il va y avoir, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, mais il va y avoir au moins une équipe à 9-3 qui va être qualifiée en playoff. Et s'il y a une équipe à 9-3 qui est qualifiée en playoff, il Elle y a de sera de la très, très SEC. fortes chances que ce soit une équipe de SEC. Oui, je te rejoins aussi, c'est sûr. Voilà. C'est Ou sûr. alors, L'année dernière, ils n'ont pas qualifié Bama parce que SMU comeback dans le match de Clemson. non, Et, parce que, et non, parce perdre. que Clemson, qui était en 9-3 en saison régulière, a gagné la conférence et du Oui, coup, ils mais étaient parce que, obligés de qualifier SMU et oui, mais parce Clemson. que SMU aussi, s'ils s'étaient fait vraiment démolir en finale, ils auraient peut-être eu moins de remords, mais ils Oui, s'étaient oui. fait. Et en plus, bon, après, Bama avait perdu 3 fois, dont des matchs contre Vanderbilt et Oklahoma, donc à partir de là. Oui, voilà. Mais bon, ouais, effectivement, ouais, comme je pense que même un Georgia en 9-3, qui a genre perdu contre, je sais pas, genre Florida, Bama et Texas. S'ils ont éclaté Ole Miss, Tennessee, enfin tout le reste du calendrier, il y a des chances qu'ils soient considérés. Ouais, c'est vraiment le genre d'équipe qui peut déjà s'estimer qualifiée. Enfin, il faudra jouer la saison, bien sûr, mais bon. L'objectif à Georgia, c'est pas juste de se qualifier en playoff. Oui, non, bien Voilà, sûr. c'est un programme qui vise le titre national tous les ans. Donc juste la qualification en playoff, c'est pas l'objectif à Georgia. Autant à Tennessee l'an passé, la qualification en playoff, c'était bien. Autant pour plein de programmes de SEC, l'objectif c'est la qualification en playoff. Alabama, Texas, Georgia, l'objectif est plus loin. Voilà. Voilà, Voilà. c'est tout. Tu as quelque chose à rajouter peut-être sur Georgia ou on a fait un Non, bon tour j'ai quand même? rien de plus à rajouter. Hein. Voilà. Hâte de voir cette saison du côté des Bulldogs, donc, qui seront comme d'habitude des contenders pour le titre de SEC. Et qui dit contender pour le titre de SEC dit forcément contender pour le titre national. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette preview. Restez connectés sur The Triple Podcast, le 1-2-6 tous les samedis à 17h, 1 heure avant le début des matchs. Celui de la Week 1 là, qui arrive samedi, là, ça va être sacré 1-2-6 parce qu'on a une sacrée Week 1 qui nous attend. Et puis restez connectés sur nos différentes plateformes. Et puis on se retrouve pour quelques previews. Il en reste quelques-unes à faire. On essaye de vous bombarder ça au maximum jusqu'à samedi. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Merci à toi Geoffrey. Merci Ciao tout le monde. Maxence. À bientôt.